Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu sous le capot de notre propre esprit. Oui, on va parler de l'esprit humain, des émotions, de la conscience. Et pour ça, on va s'appuyer sur les travaux d'un pionnier de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, et son livre The Emotion Machine. Hmm, Et son idée centrale, qui peut paraître un peu froide au premier abord, c'est ça. c'est que nos esprits, même nos émotions les plus profondes, peuvent être compris comme des machines. Des machines extraordinairement complexes, certes, mais des machines quand même. Exactement. Et le but, ce n'est vraiment pas de retirer la magie, au contraire. D'accord. L'idée, c'est de remplacer un grand mystère un peu flou par une carte, si on veut. Une carte beaucoup plus détaillée et au fond, beaucoup plus fascinante. On va déconstruire des sentiments alors? On va essayer, oui. Déconstruire des choses qu'on croit simples, comme l'amour, la honte, la douleur, pour voir la mécanique incroyable qui se cache derrière. Pas pour tuer le mystère, mais pour lui donner un nom plus précis. D'accord. Alors, commençons par la base de cette carte. La première chose que Minsky nous dit, c'est d'arrêter. D'arrêter quoi? D'arrêter de chercher l'équivalent des lois de la physique pour la psychologie. Il n'y a pas une grande équation de l'esprit. Non, c'est pas si simple. C'est l'inverse. Il faut accepter que c'est un système incroyablement riche, composé de centaines de processus différents. Qu'il appelle des ressources mentales. C'est ça. Mais le mot ressource, ça reste un peu abstrait. C'est quoi concrètement? Alors, la meilleure analogie, c'est d'imaginer que notre esprit, c'est un smartphone ultra puissant. Ah, j'aime bien ça. Chaque application, c'est une ressource. Il y a l'appli planifier ses vacances, l'appli reconnaître un visage, l'appli lancer une balle, ou même l'appli ressentir de l'empathie. D'accord. On en a des centaines, des milliers qui tournent en permanence. Et ce qui est fou, c'est que derrière un seul mot, comme conscience, Oui. Minsky dit qu'il y a en fait une vingtaine de mécanismes différents qui tournent en même temps. Ah oui, quand même. C'est comme si on utilisait le mot véhicule pour parler d'un vélo, d'un avion de chasse et d'un sous-marin. Le mot est simple, mais la réalité derrière, c'est un écosystème complexe, quoi. L'analogie du smartphone est très parlante. Appliquons-la à un truc que tout le monde connaît. Tomber amoureux. Hmm, Minsky dit que l'engouement, cet état un peu fou du début, c'est un mode de fonctionnement qui désactive activement certaines de nos applis. c'est ça. Notamment l'appli Esprit critique. Il cite même Shakespeare pour illustrer ça. Mais c'est mon cœur qu'aime ce que mes yeux méprisent. On voit très bien ce que ça veut dire. On le sait que la personne a des défauts, mais à ce moment-là, ça n'a aucune importance. Mais attends, si je suis la logique, c'est un bug ou c'est une fonctionnalité? Ah, Parce que d'un point de vue évolutif, ça a l'air super dangereux de désactiver son jugement. c'est une excellente question. Et Minsky dirait que c'est une fonctionnalité. Une fonctionnalité absolument essentielle. Ah bon? Oui, c'est un mécanisme qui est conçu pour créer un lien d'attachement, un lien fort et rapide. D'accord. Si notre appli Esprit critique tournait à plein régime, on passerait notre temps à évaluer le pour et le contre, et le lien, il n'aurait jamais le temps de se former. Donc le cerveau met notre jugement en sourdine en fait. Exactement. Il le met en veilleuse pour nous donner une chance de construire quelque chose. C'est la version scientifique du fait d'ignorer que notre nouveau partenaire laisse traîner ses chaussettes partout. Je vois. Notre cerveau nous protège de nous-mêmes, pendant un temps. D'accord, je comprends mieux. C'est un mode spécifique pour une tâche spécifique. C'est le cœur de son idée. Les états émotionnels, ce sont simplement des façons de penser différentes. Des configurations, Voilà. Chaque émotion, c'est une reconfiguration de nos ressources, une sorte de mode différent pour notre système d'exploitation mentale. par exemple. La colère, par exemple, c'est le mode combat. Il active à fond les ressources liées à la vitesse, à la force, et il met en veilleuse celles de la prudence et de la sympathie. Logique. À l'inverse, la curiosité. C'est un état qui active les ressources d'exploration, de mémorisation, tout en supprimant la peur du jugement. Ou la nostalgie, qui met en avant l'appli souvenir et qui désactive la planification du futur immédiat. Chaque émotion est un profil de configuration en fait. Exactement. Un profil de nos applis mentales. C'est vertigineux. Mais alors, si nos émotions ne sont que des configurations, ça veut dire que nos valeurs, notre morale, c'est juste des configurations préférées? Comment est-ce qu'on en arrive à préférer la générosité à l'égoïsme, par exemple? Qui programme ça? D'où viennent ces objectifs de très très haut niveau? On y vient. C'est la question fondamentale. Et Minsky a une théorie fascinante pour ça, qu'il appelle l'apprentissage par l'attachement. D'accord.
Et pour la comprendre, le mieux, c'est la petite histoire qu'il raconte. Celle de la fillette, Carole? Oui, Carole qui joue dans la boue. Oui, cette histoire est géniale. Alors, Carole est dans le jardin. Premier cas de figure, elle essaie de ramasser la boue. Mhm. Elle découvre que la cuillère, ça fonctionne bien, la fourchette, ça ne marchait pas. Ça, c'est l'apprentissage par essai et erreur. Elle apprend des moyens pour atteindre son but. C'est ça, apprentissage purement technique. Deuxième scénario, un étranger passe et la gronde. Là, Carole a peur. Elle apprend que jouer ici, à ce moment-là, c'est dangereux. Elle apprend à éviter une situation. Oui. Mais le troisième scénario, c'est ça qui change tout. C'est sa mère, la personne à laquelle elle est le plus attachée, qui la gronde. Et là, Carole ne ressent pas de la peur, Non, elle ressent de la pente. de la honte. Et ce n'est plus la situation qui est remise en cause, c'est l'objectif lui-même. Soudain, jouer dans la boue, ça devient quelque chose de mal, de sale. Le but lui-même a été dévalorisé. Voilà le mécanisme. C'est puissant. Et pour décrire cette figure clé, Minsky a un mot très spécifique, qu'on pourrait traduire par imprimeur. Imprimeur. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est simple. C'est la personne qui laisse son empreinte durable sur nos objectifs de vie. Ce n'est pas juste un parent ou un soignant. Non, ça va au-delà. Ça va bien au-delà des soins physiques. La théorie de Minsky, c'est que la louange d'un imprimeur, ça élève un objectif. Il passe de simple envie à valeur, à idéal. Et la critique fait l'inverse. La critique d'un imprimeur le dévalorise, le transforme en source de honte. C'est comme ça qu'on apprend les fins et pas seulement les moyens. C'est fou. Le livre cite l'écrivain Michael Lewis, qui décrit la honte comme une attaque globale contre soi-même. Une émotion si puissante qu'elle nous donne envie de disparaître. C'est dingue. Ça veut dire que la fierté et la honte, c'est pas juste des sentiments. Ce sont les outils, l'interface utilisateur de notre programmation morale en fait. C'est une très bonne image, oui. L'imprimeur installe en nous un programme qui devient notre conscience, cette petite voix qui nous guide, mais on sait aussi que la honte peut être incroyablement toxique, paralysante même. Bien sûr, Est-ce que ce modèle de Minsky prend en compte le surdosage de ce mécanisme? absolument. Minsky ne dit pas que le système est parfait. Il décrit un mécanisme, et comme tout mécanisme puissant, il peut être mal réglé ou utilisé à l'excès. Et mener à des résultats destructeurs? Oui, mais sa fonction première, d'un point de vue évolutif, c'est la transmission culturelle. C'est ce qui nous permet d'hériter des valeurs de notre groupe sans avoir à tout réapprendre par nous-mêmes. Et il y a une base biologique à ça? Oui, il s'appuie sur des bases solides. Il cite les travaux de John Bowlby sur l'attachement chez les bébés. Ah oui, Bowlby a montré que ce n'est pas la nourriture, mais la sécurité et le réconfort qui créent le lien. Et bien sûr, l'empreinte chez les oies de Konrad Lorenz. l'oisillon qui suit le premier truc mobile qu'il voit. C'est ça. Chez l'humain, ce mécanisme a été détourné, réutilisé pour transmettre non pas des comportements simples, mais des systèmes de valeurs hyper complexes. D'accord. On part donc de cet esprit machine. On a vu comment il apprend ses valeurs, sa programmation de base. Maintenant, testons ce modèle face à l'une des expériences les plus haïes et une souffrance profonde qui consume tout. C'est un excellent test. Et la distinction que Minsky propose est, je trouve, très éclairante. Alors, Pour lui, la douleur, au départ, c'est simplement un signal. Un signal incroyablement utile, avec un objectif très clair. arrête. Voilà. Arrête ce qui est en train de se passer. C'est un système d'alarme. Si je touche une plaque chaude, le signal de douleur me fait retirer la main avant même que j'aie le temps de penser. C'est une protection, c'est clair. Mais ce n'est pas de la souffrance. Exactement. La souffrance, selon Minsky, c'est ce qui arrive quand on ne peut pas arrêter le signal. Quand la douleur persiste, Oui, quand elle persiste et s'intensifie. À ce moment-là, elle ne fait plus qu'activer un simple objectif, elle déclenche une cascade. une cascade. Une cascade qui commence à pirater, à voler toutes nos autres ressources mentales. On n'arrive plus à se concentrer sur son travail, on n'a plus envie de voir ses amis, on ne peut plus planifier l'avenir. Tout est envahi. C'est ça. La souffrance, dans ce modèle, ce n'est pas juste l'intensité du signal. C'est la frustration, la perte d'options et la désintégration de soi qui résulte du fait que la douleur a pris le contrôle de tout notre système. Il y a cette citation incroyable du philosophe Daniel Dennett dans le livre. Ah oui? Il raconte qu'il a eu une douleur intense et qu'il a essayé de l'étudier, de la disséquer mentalement, de concentrer toutes ses ressources dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour s'en souvenir. C'est fascinant. La sensation était toujours là, mais elle ne faisait plus mal. C'est dingue, ça me fait penser aux techniques de méditation de pleine conscience. Oui, tout à fait. On apprend à observer une sensation sans la juger, à l'accueillir sans lutter contre. C'est le même principe. Alors, Séparer le signal brut de la cascade cognitive. c'est exactement ça.
Vous mettez le doigt sur la dissociation entre le signal et l'interprétation. Et il y a une preuve de ça? La preuve la plus spectaculaire, elle vient d'un trouble neurologique très rare, qu'on appelle l'asymbolie à la douleur. La symbolie à la douleur. Les patients qui en souffrent ressentent parfaitement la douleur. Si on les pique avec une aiguille, ils diront « oui, ça pique, c'est douloureux Mais ». Mais ça ne les dérange pas. Ils peuvent même en rire. c'est pas possible. Si. Le système d'alarme fonctionne, le signal est bien là. Mais la cascade de souffrance, cette prise d'otage de l'esprit, ne se déclenche jamais. Jamais. C'est la preuve ultime que le signal de douleur et la cascade de souffrance sont deux processus distincts. L'un peut exister sans l'autre. Et ça change complètement notre façon de voir ce qu'est la souffrance. C'est incroyable. Au fil de cette discussion, on a donc vu comment ce modèle de Minsky permet de recadrer l'esprit. Oui. Ce n'est plus une entité unique et mystérieuse, mais une sorte de... Collection colossale, c'est son expression. Voilà, une collection colossale de processus, d'applis, de façons de penser. On a testé ça sur l'amour, la honte, la douleur. Et à chaque fois, ça propose une explication qui la rend plus tangible, plus mécanique. Et la conclusion à en tirer n'est pas du tout déshumanisante. Vraiment pas. Au contraire. C'est-à-dire? Se voir comme une machine complexe, ça ne devrait pas diminuer notre respect de soi, mais l'augmenter. Minsky soutient que ça devrait renforcer notre sens de la responsabilité. La responsabilité pour ce que nous faisons de nous-mêmes? Exactement. Comprendre les règles du jeu ne le rend pas moins profond. Ça nous donne potentiellement de meilleurs outils pour y jouer. Ça nous donne un peu plus d'agence sur nos propres mécanismes. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question un peu en suspens. Je vous écoute. Si nos valeurs les plus fondamentales ont été, en quelque sorte, programmées dans notre enfance par l'attachement à ces fameux imprimaires, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, en tant qu'adulte, consciemment lancer une mise à jour de notre propre logiciel moral? C'est la grande question. Que faudrait-il pour choisir un nouvel imprimeur? Ou peut-être, plus radicalement encore, pour devenir son propre imprimeur? Et à quoi cela ressemblerait-il?